Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ce matin dans le petit déjeuner politique avec Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. La loi anti-casseurs avec son fichier arrive à l'Assemblée nationale. Vous voterez cette loi ou pas ? Écoutez, d'abord, moi j'ai le sentiment de revenir un peu dans les années Sarkozy avec ces lois de circonstance. C'est-à-dire qu'il y avait un événement d'actualité, on faisait une loi, donc on est exactement pareil. Ça me gêne un peu. Moi je veux bien la voter si c'est vraiment une loi anti-casseurs et pas une loi anti-gilets jaunes. Or on a eu le sentiment qu'on appelait ça loi anti-casseurs alors que c'était pour empêcher les gilets jaunes de manifester. Ça pose des vraies questions. Hein. Est-ce que par exemple une autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, doit empêcher un individu de pouvoir manifester? Ça pose des vraies questions de fond. Donc si c'est une loi anti-casseurs, je la voterai parce qu'il n'y a pas de problème. Contre les casseurs, il faut mettre un certain nombre de moyens. Si c'est une loi anti-gilet jaune, si c'est du pipeau, comme on y est habitué oui, mais comment vous allez être capable de le déterminer, de discerner? On va voir les articles, oui. On va pouvoir prendre en considération les articles, mais j'ai eu le sentiment qu'elle était beaucoup détricotée, cette loi, en commission des lois. Moi, je ne siège pas à la commission des lois, donc ça va nous arriver cet après-midi, si mes souvenirs sont bons, et on verra. Pas de problème pour lutter contre les casseurs, mais en revanche, pas de loi anti-gilet jaune, c'est la ligne. Marine Le Pen a parlé de mutilation des opposants politiques. C'est pas un peu exagéré quand même? Non, c'est vrai. Se faire éborgner ou perdre une main, perdre un doigt, c'est une mutilation. Et les violences sont très importantes. Elles le sont d'ailleurs dans les deux sens. Et moi, c'est ce qui me met mal à l'aise avec la façon dont le président de la République gère cette crise. C'est-à-dire qu'il laisse les Français se haïr, il laisse les Français aller les uns contre les autres, les gilets jaunes contre les forces de l'ordre, qui peuvent être par ailleurs elles-mêmes dans cet état d'esprit de gilets jaunes quand elles sont des citoyens. Moi, je trouve qu'un président de la République, ça doit garantir l'unité de la nation. Et là, ça va faire 3 mois qu'on laisse les Français les uns face aux autres. Je trouve ça en même temps, détestable. il a organisé quand même le grand débat. Il invite les Français à participer à une réflexion sur l'avenir du pays, non ? Mais c'est quand même le grand pipeau, quoi. On tourne en rond maintenant. Ah, le grand débat, c'est le grand pipeau. Écoutez, moi j'ai peur qu'après le grand débat, le gouvernement il ouvre le couvercle de la grande poubelle, quoi. C'est-à-dire que les Français sont occupés à parler. On est un peuple qui aime le débat. Il faut s'en féliciter. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a pas inventé. On a toujours débattu, que ce soit dans les médias, il y a eu de grandes émissions de débat depuis très longtemps, ou que ce soit par nature. Mais simplement, quelles sont les garanties de sortie politique de tout ça? Si les Français vous disent qu'ils sont majoritairement, comme on peut le lire dans les sondages, défavorables au regroupement familial, alors Emmanuel Macron va faire marche arrière. S'ils vous disent on veut la réindexation des retraites sur le coût de la vie, alors Emmanuel Macron va dire ok, j'entends les Français. Donc vous êtes contre les référendums, alors contre les référendums d'initiative citoyenne. Mais là on parle du grand débat. Oui, moi le grand débat, il peut y avoir des questions de référendum. Je vais au bout, et donc il faut que ce soit tranché par une élection. Oui. Or il n'y a pas de garantie sur la sortie de tout ça. Si c'est un référendum approbatoire, parce que, grosso modo, dans l'idée d'Emmanuel Macron, à la fin, il va prendre les sujets qui font consensus, il va nous demander de les approuver, et comme ça, ce sera relégitimé. Moi, je crois que c'est pas ça, la logique. D'ailleurs, mais alors, si ce grand débat tient à l'extérieur, qu'est-ce que vous attendez une sortie politique. Moi, je pense c'est-à-dire une sortie politique comment c'est-à-dire que je pense que d'abord, l'Assemblée nationale devrait pouvoir débattre d'un certain nombre de sujets et prendre des décisions. Le problème, c'est que cette Assemblée nationale, elle est légitime, mais elle n'est pas jugée représentative par les Français. Et donc, les décisions qui sont prises dans l'hémicycle sont immédiatement contestées à l'extérieur. Donc, ayons une assemblée qui soit représentative, mettons en place la proportionnelle. D'élections législatives. D'abord, il faut mettre en place la proportionnelle intégrale. Ouais. Tout le monde est représenté, avec une prime majoritaire pour maintenir la stabilité. Mettons en place le référendum d'initiative populaire. Baissons le nombre de parlementaires. Tout ça, ça coûte pas 1 euro, je vous rappelle. Et ça fait l'unanimité. Ce que vous dites là sur le référendum, non, parce que vous dites ce sont des outils. Ce sont des outils, et ensuite on dissout l'Assemblée nationale et on réélit une Assemblée nationale représentative. Et là, on pourra débattre sereinement à l'intérieur de l'hémicycle. Et on pourra aller au référendum sur un certain nombre de questions. Mais là, on est dans le brouillard. On fait parler les Français. Moi, j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron, il dilue énormément les sujets. Il cherche à gagner du temps. Et il nous donne aucune garantie sur le fait qu'il puisse y avoir un vrai vote sur un certain nombre de sujets à la fin. Ou alors, il nous dit tout simplement, oui, on peut discuter de l'accessoire, mais pas de l'essentiel parce que je ne changerai rien. Oui, revenons à un moment quand même sur les violences aussi lors des manifestations. Le président déplore les morts depuis le mouvement des Gilets jaunes. Victime, a-t-il dit, de la bêtise humaine. Qu'est-ce que vous comprenez par là, vous ? Non, mais le président de la République est quand même un sacré hypocrite.
Il faut quand même le faire. Le président de la République nous dit qu'il déplore les morts. Bien sûr, on les déplore tous, plus que ça. Moi, je condamne tous ces gens qui se sont fait tuer. Mais c'est en bien, marge, bien souvent. Oui, mais c'est bien le président de la République qui est à l'origine de ce chaos. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, on nous avait dit, si c'est Marine Le Pen, ce sera le chaos dans le pays. Bon, on n'est quand même pas très loin. C'est pas Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. On n'est quand même pas très loin de ce qui ressemble à une situation de chaos. Donc, le président de la République a l'impression de découvrir une situation qui vient de sa politique. Oui. Cette situation... C'est pas une revanche de Marine Le Pen, ça ? Non mais écoutez, nous n'avons aucune responsabilité dans tout ça. Le président de la République est à l'origine de cette situation de chaos. Il a un ministre de l'Intérieur qui nous démontre chaque jour l'étendue de sa nullité. Chaque jour davantage. Christophe Castaner ? Aucune stratégie de maintien de l'ordre. Ouais. Aucune. C'est-à-dire, alors il y a eu les Black Blocs, c'était pas Castaner, c'était à l'époque Collomb. On a laissé Paris se faire détruire par 1000 dingues d'extrême gauche. Là aujourd'hui, ça fait 3 mois. Vous parliez des Black Blocs. Des Black Blocs lors d'autres manifestations. Il y a une commission d'enquête d'ailleurs qui a été demandée sur la gestion des Black Blocs. Il y a aujourd'hui, c'est depuis 3 mois, un certain nombre de nos compatriotes qui manifestent pour des raisons de fond. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on reparle de ces raisons de fond. Sur le pouvoir d'achat, il y aurait encore beaucoup à dire. Visiblement, il n'y a pas de stratégie du maintien de l'ordre. On laisse les gens aller s'affronter les uns aux autres chaque week-end. Il y a peut-être une stratégie. Visiblement, elle ne produit ni résultat et elle fait un certain nombre de dégâts. Le nombre de gilets jaunes qui se retrouvent estropiés et les forces de l'ordre de l'autre côté complètement épuisées, elles auraient probablement, sincèrement, autre chose à faire que de garantir le maintien de l'ordre chaque week-end. Donc voilà, Christophe Castaner n'a aucune espèce de vision de ce que doit être le maintien de l'ordre dans notre pays. Il ne donne pas de moyens supplémentaires aux forces de l'ordre. Je rappelle toutes ces heures supplémentaires. Il a donné quand même des moyens, c'est-à-dire qu'il a mobilisé davantage de forces de l'ordre par rapport au... Ça, c'est autre chose. La mobilisation des forces de l'ordre, moi je vous parle des moyens, les heures supplémentaires qui sont non payées, les forces de l'ordre qui sont épuisées. Bon, à un moment, on a le sentiment qu'ils jouent le pourrissement. Oui. Et sur la question aussi des flashballs, est-ce qu'il faut interdire ces fameux LBD ? Écoutez, moi très honnêtement, je suis pas un technicien, je n'ai pas de connaissances, et d'ailleurs je suis pas persuadé que les députés soient des techniciens. Moi je pense que c'est une discussion qui doit s'installer entre le ministre de l'Intérieur et les représentants syndicaux des forces de l'ordre, et puis le ministre de l'Intérieur doit avoir, assez mitigés, doit avoir une vision. Mais ce n'est pas à moi de dire si cet outil il est pertinent ou pas. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Ça ne me fait rien qu'on puisse se séparer de ce type d'outil si on juge qu'il entraîne des blessures tellement lourdes qu'elles n'ont rien à voir avec ce type de gestion du maintien de l'ordre. Mais je ne suis pas un technicien capable de vous dire si cet outil est pertinent ou pas. Sincèrement, c'est pas mon job. Sébastien Chenu, vous êtes tombé dans le panneau dimanche dernier, lors des manifestations des foulards rouges, parce qu'il y a eu des pancartes qui étaient plutôt, vous avez tweeté très sympa, des militants macronistes. Nous sommes tous des migrants fiscaux, etc. C'était des fakes. C'était des. On nous a dit que c'était des fakes. Des gens qui sont venus troubler visiblement cette manifestation. On nous a dit que c'était des fakes. Mais ça ressemble tellement au discours qu'on entend des députés macronistes, c'est-à-dire à la fois un discours de mouton, un discours de mépris qu'on entend toute la semaine, que finalement... oui, mais enfin là, c'était pas la réalité. C'était des gens qui sont venus troubler. Oui, peut-être, mais qui ressemblent ou sont tellement parfois même inférieurs, en dessous de ce qu'on a pu entendre par les députés En Marche, que finalement ça n'avait rien d'étonnant. Vous vous êtes fait avoir, vous regrettez quand même d'avoir tweeté ça ? Oui, écoutez, je pense qu'on peut tous un jour ou l'autre retweeter quelque chose qui nous semblait tellement réel qu'en réalité on se fasse avoir. Voilà, c'est pas très grave. Bon, le 80 km/h, donc Édouard Philippe, pour l'instant droit dans ses bottes, parce qu'il dit que ça marche, le bilan de la mortalité recule, 116 vies épargnées. Vous êtes favorable à quoi ? Au maintien du 80 km/h ou une révision ? Nous, depuis le début, nous nous sommes opposés à ces 80 km/h. Pas pour des raisons idéologiques, parce qu'on a bien vu que c'était les habitants de la ruralité, en premier lieu, qui étaient évidemment impactés par cette disposition. On a été traités de tous les noms par le Premier ministre, nous disant qu'on aurait du sang sur les mains, etc. Aujourd'hui, le bilan de la mortalité, en réalité, il est en décrue depuis 25 ou 30 ans de la même façon. La courbe baisse à la même allure, il y a eu des pics, elle a plus baissé quand on a imposé le maintien de la ceinture de sécurité, mais elle baisse à la même allure régulièrement. Donc c'est pas les 80 km/h en réalité. Mais nous, on a considéré qu'il y avait d'autres leviers pour lutter contre la mortalité. Lutter contre l'alcoolisme au volant, une politique ciblée vers les jeunes, les plus vieux et les deux roues, qui sont les plus exposés aux accidents de la route, et puis la réfection du réseau routier. Le gouvernement n'a pas voulu agir sur ces leviers-là, il a immédiatement taxé les Français avec les radars. Parce que la réalité, c'est qu'il voulait faire les poches des Français.
Deux questions sur les européennes. Est-ce qu'il y aura une liste des gilets jaunes aux européennes ? Oui, pour l'instant, mais il commence à y avoir quelques forfaits au sein de cette liste d'Ingrid Levavasseur. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction là chez vous ? Oui, tout le monde a le droit de se présenter aux élections quand on a quelque chose à défendre. Simplement, si c'est une liste qui est manipulée par qui que ce soit, elle est manipulée. Selon Madame Levavasseur nous dit par exemple qu'il y a le soutien, que sa liste a le soutien moral de Bernard Tapie. Bon, le côté moral et Bernard Tapie associés, ça fait toujours un petit peu sourire, mais je rappelle d'ailleurs je ne trouve pas que monsieur Tapie soit l'exemple même de ce qu'on peut appeler la moralité en politique. Et puis je rappelle que d'ailleurs le soutien d'une structure comme la Provence est évidemment répréhensible en ce qui concerne une campagne électorale. Une personne morale n'a pas le droit d'aider. Bon, et puis derrière on a vu surtout qu'il y avait des gens du macronisme. Madame Levavasseur elle-même nous a raconté qu'elle avait voté Emmanuel Macron. Donc en fait personne n'est dupe. Donc après, elle est déçue, mais visiblement ils sont un certain nombre. Elle fait le jeu d'Emmanuel Macron, quoi. Évidemment, on a le sentiment que cette liste, elle est complètement pipotée, que cette liste, elle est complètement pour venir grignoter le Rassemblement national. Qu'elle a été poussée par les amis de Monsieur Macron, qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, présentons-nous lorsqu'on a quelque chose à défendre aux élections. Il n'y a aucun problème, chacun a le droit de le faire. Oui. Mais en réalité, les petites manipulations, elles tombent toujours à l'eau. Oui. François-Xavier Bellamy va être intronisé aujourd'hui, tête de liste pour les Républicains aux européennes. Vous le jugez comment, François-Xavier Bellamy ? Il ne fait pas unanimité, consensus au sein des Républicains, hein. Non, mais forcément, Gérard Larcher l'a dit lui-même, ce n'est pas le meilleur gage de rassemblement. Évidemment, M. Bellamy, il est ultra-libéral. On ne sait pas du tout ce qu'il veut défendre en matière de programme européen. Il est pour, il est contre, mais c'est un peu à l'image des Républicains. Ces gens n'ont plus de colonne vertébrale, ne défendent plus rien. Ils sont pour, ils sont contre et ils sont pour. Ils ne pensent plus rien. Il rassemble autour de lui des gens qui pensent exactement l'inverse de ce qu'il dit. Donc, au moment des votes, ça va être intéressant de voir. C'est-à-dire sur Madame Evren, on découvrira ses positions sur l'Europe et vous verrez, et pas seulement d'ailleurs. Et puis Monsieur Danjean qui devait aller chez En Marche. Enfin bon, en réalité, le seul but des Républicains, c'est continuer à vivre ensemble pour garder quelques places. Mais ils ne défendent plus rien. Ouais. Il a un côté conservateur, François-Xavier Bellamy. Il pourrait se rapprocher des positions défendues par le Rassemblement national ? Non, parce que le mouvement Rassemblement national n'est pas un mouvement conservateur. Ouais. Monsieur Bellamy, c'est un peu le philosophe perché, réac de Versailles. Ouais. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit ce dont la vie politique ait besoin. Ah oui. Bon, écoutez, nous verrons avec François-Xavier Bellamy. Vous avez l'impression, en tout cas, que les Républicains ne vont pas réussir à remonter. Ah, mais je pense que les Républicains, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Il y a qu'eux qui ne le savent pas. Ah bon. Le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus, Sébastien Chenu. J'ai vu que vous étiez ami avec Henri Chappier. Est-ce que vous défendiez les mêmes idées ? À quel niveau ? Parce que politique. Je ne crois pas qu'Henri Chappier ait eu beaucoup de sympathie pour le Rassemblement national. Mais en revanche, j'étais, je pense, quelqu'un attaché à la France et aux valeurs de la France. J'avais beaucoup de sympathie pour Henri Chappier, beaucoup d'amitié et d'affection pour lui. Et la politique n'a jamais réellement fait partie de nos discussions. Vous parliez de quoi avec lui ? Beaucoup de culture. C'était un puits de culture. Et je dois dire que c'est peut-être lui qui m'a fait découvrir et apprécier l'art de la photo. Ouais, il a été président de la Maison européenne de la photo. Et voilà, moi j'étais fan de son émission Le Divan, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'avais dû le croiser et lui expliquer que j'avais beaucoup aimé cette émission, bien reprise d'ailleurs. Vous l'auriez fait ou pas ? Je sais pas, c'est une émission dans laquelle on se met beaucoup à nu, et moi j'hésite toujours beaucoup à parler de l'intime, en tout cas en ce qui me concerne. Ça me met pas complètement à l'aise, mais Henri Chappier savait le faire avec beaucoup d'élégance. Oui, il y a de plus en plus quand même d'élus qui n'hésitent pas aujourd'hui à se livrer sur leur vie personnelle, etc. Vous pourriez ou pas ? Moi, je veux pas qu'on franchisse certaines portes de ma vie privée. J'ai pas envie d'ouvrir la porte de ma chambre, de mon appartement, de mon intimité aux médias. Je pense qu'il faut aussi garder quelque chose pour soi. Mais Chappier savait, avec quand même une certaine élégance, et puis une ouverture d'esprit telle qu'il avait accueilli des gens tellement différents. Il savait vous mettre en confiance, et ce n'était pas voyeuriste. Parce que c'est toujours ça la difficulté avec ce genre d'émission, c'est qu'on aborde d'une façon un peu voyeuriste les choses. Chappier était vraiment exemplaire là-dessus. Merci Sébastien Chenu, député et porte-parole du Rassemblement national, était l'invité ce matin de Sud Radio. Il est 7h56, merci d'être avec nous, c'est Sud Radio.